Donc, je reprends la parole. Bonjour. Très rapidement, je me présente. Je suis l'heureux animateur de cette table ronde, Grégoire Harel. Donc moi, je dirige un fonds de dotation qui s'appelle ProArty, mais ce n'est pas à ce titre que j'interviens aujourd'hui. C'est aussi en tant que, je dirais, vieux loup de la culture, puisque j'ai pu travailler à la fois dans des institutions publiques comme la mairie de Paris ou l'Institut français, des musées ou des théâtres. Voilà, c'est à ce titre j'ai pu être concerné par les enjeux de mise en réseau au niveau international. Mais vraiment, c'est encore une fois pour animer cette table ronde que j'interviens aujourd'hui. Et donc, je suis heureux d'accueillir à cette table une série de talents qui vont essayer d'éclairer ce sujet, donc les réseaux internationaux, comment les professionnels de la culture se rassemblent-ils afin de construire des projets ensemble. Et ce que je vous propose dans un premier temps, c'est que l'on fasse un traditionnel tour de table pour que vous puissiez vous présenter brièvement ainsi que votre structure. Et puis on enchaînera très rapidement derrière sur un rappel de comment vous êtes inséré sur le plan international. Mais on commence d'abord par le premier tour de table de présentation. Je passe la parole à Florence Francisco des Productions de la Seine. Bonjour, donc je ne redis pas mon nom, il est écrit, il a été dit. J'œuvre en tant qu'actrice pour le développement des arts vivants dans les réseaux pluriels au sein du bureau de production Les Productions de la Seine, qui est un bureau actuellement qui accompagne des artistes internationaux, qui sont deux artistes suisses, Daniel Hellman, je vais les citer, zurichois, Panayota Kalimani, qui est une artiste implantée à Athènes, et la chorégraphe Jasmine Morand, qui, elle, est basée à Vevey, près de Lausanne, en Suisse. Voilà. Très vite, moi, ça fait à peu près plus de 25 ans que j'œuvre, comme je peux, à mon endroit. Et très vite, j'ai travaillé auprès des réseaux. En tout cas, je me suis penché sur la question des réseaux internationaux, sachant que j'ai démarré dans ces métiers avec un couple de chorégraphes qui s'appellent Ella Fatoumi et Éric Lamoureux. Et on a eu très vite envie de dépasser les frontières en France et d'aller ailleurs et de rencontrer d'autres acteurs et évidemment travailler à la promotion et au développement de leur travail à l'international auprès des réseaux. Voilà. Sergio Chianca, donc Bureau Culture, une structure de production qui existe depuis une dizaine d'années maintenant. J'ai exercé mon activité toujours d'abord dans un cadre totalement associatif, mais où j'étais déjà confronté à la question de l'international, puisque étant moi-même entre guillemets un international venant du Brésil et résidant à Lyon depuis une trentaine d'années maintenant, bientôt 30 ans. La question de l'international, pour moi, ça a toujours été, peut-être du fait de mes origines, quelque chose de naturel. Et j'ai, dans mes premiers projets, donc fait venir donc, pour des événements comme le défilé de la Biennale de la danse, pendant 3 éditions, j'ai fait venir des artistes brésiliens avec des costumes, des caisses de costumes faites au Brésil. Enfin, j'ai toujours travaillé un petit peu sur cette question de l'échange culturel. Et puis petit à petit, je me suis orienté vers le milieu de la danse. J'ai rencontré différents chorégraphes qui sont beaucoup émergents, d'autres plus confirmés, mais qui ont toujours eu aussi un background, un parcours aussi international, soit des gens qui déjà tournaient à l'international, soit des gens qui étaient entre deux pays. J'ai accompagné un artiste hongrois pendant des années, 6 ans, qui était entre Paris et la Hongrie. Aujourd'hui, je travaille avec une chorégraphe tessinoise qui est entre Lugano et Paris. J'accompagne l'arrivée d'un artiste espagnol à côté de Lyon qui récemment arrivé. Donc cette question de l'international a toujours traversé un tout petit peu comment dire, je dirais, ça a toujours traversé un petit peu mon parcours et le parcours des personnes que j'ai pu accompagner dans le cadre de cette activité-là. Je passe peut-être la parole à Nicolas. Nicolas Bertrand, moi je travaille sur des coopérations culturelles internationales, donc des projets européens dans le spectacle vivant, dans les musiques et puis dans le patrimoine. Et j'ai été pendant de nombreuses années administrateur d'une compagnie de théâtre, Image Aiguë,
qui a travaillé dans une quarantaine de pays à travers le monde, donc avec une forte implantation internationale aussi et d'abord parce que la démarche artistique était de mélanger des comédiens d'âge et de cultures différentes. Et notamment, j'ai commencé à être adhérent dans un réseau qui s'appelle IETM, dont on reparlera un peu plus tard, un réseau d'acteurs du spectacle vivant, il y a une douzaine d'années. Voilà, et les réseaux ont pris une part importante dans ma manière de travailler sur les différents projets. Manière de travailler, c'est-à-dire à la fois développer du réseau, des contacts, mais aussi dans l'approche et la méthode. Merci. Florent. Isabelle, pardon. Bonjour, donc Isabelle Andrine, je suis conseillère artistique à Spectacle Vivant en Bretagne, qui est un établissement public de coopération culturelle créé par la DRAC Bretagne et la région Bretagne. Donc notre mission, c'est le soutien et l'accompagnement au développement de la diffusion des équipes artistiques implantées en Bretagne. Et dans cet établissement, on a une vision de l'international qui est assez transversale. On aide à la diffusion financièrement les équipes artistiques qui ont des projets à l'international où il y a un déficit économique, mais on a aussi une réflexion sur quel est le processus de développement, d'accompagnement qu'il faut mettre en place pour développer la diffusion, mais aussi des projets de développement à l'international. Donc on pourra peut-être y revenir après. Après, par rapport à mon implication ou mon expérience, j'ai commencé par travailler en tant que coordinatrice de projet au sein d'une compagnie dans la région parisienne. Et ce projet-là était un projet qui avait des projets artistiques, mais aussi des projets qui voulaient partager avec des jeunes chorégraphes dans le monde entier. Et donc là, il a fallu penser quelle était l'architecture de production pour rencontrer ces chorégraphes. Et donc le réseau IETM, tous ces différents endroits ont été des endroits pour moi de rencontrer des opérateurs. Mais on pourra revenir aussi sur comment on fait ça. Bonjour, je m'appelle Olivier Pierre Noël. Donc je précise, Olivier c'est mon prénom parce que tout le monde se plante j'ai 3 prénoms. Donc Olivier, je suis producteur de spectacles installé à Londres. La société s'appelle Stories in Theatre Production, SIT pour faire plus simple. Je suis aussi finance manager du Soho Theatre, qui est un théâtre installé dans le quartier de Soho à Londres. On a 3 espaces, on fait 2000 représentations par an. Et je suis aussi membre du conseil d'administration d'une compagnie de théâtre qui s'appelle Talawa Theatre Company, et qui est la première, la plus importante compagnie de théâtre noir, Black British Theatre, au Royaume-Uni. Et donc... pour moi, l'international, c'est évident puisque je suis français installé au Royaume-Uni. Et mon but et la mission que je me donne, c'est de faire découvrir des spectacles formidables qui viennent de l'étranger. Donc, pour moi, qui viennent en dehors du Royaume-Uni. Pour les Britanniques qui viennent de l'Europe, ils parlent pas du continent, ils parlent de l'Europe en parlant de tout ce qui n'est pas britannique. Et évidemment, mon focus, moi, c'est sur la France. Et donc, le mois prochain, je produis 2 spectacles d'origine française au Fringe d'Édimbourg, avec pour but des tournées au Royaume-Uni, dans le monde entier, et une production londonienne. Voilà un petit peu la description. Merci. Et Paco. Oui, bonjour. Alors, moi, je suis Paco Bialek. Je viens plutôt de la diffusion et en fait, l'international, c'est par ce biais-là que j'ai pu l'aborder par la tournée. Je suis multicasquette puisque dans ces métiers-là, c'est souvent le cas en diffusion, production, mais je fais aussi de la formation. Et là, je viens intervenir pour Production Bis, donc qui est une société de production et d'accompagnement basée en Île-de-France, qui a été missionnée par le Cratère, la scène nationale d'Alès, pour faire
de l'accueil professionnel en direction des étrangers. Et je vais vous expliquer un petit peu comment on s'y est pris pour que, en 9 ans, le festival Cratère Surface, qui était un petit festival à l'échelle régionale, devienne un festival de dimension internationale avec des délégations de plusieurs dizaines de professionnels du monde entier qui viennent chaque année. Alors, justement, parce que je voudrais, vous avez pu parler rapidement votre parcours, je voudrais qu'on approfondisse, si vous avez des exemples précis à nous donner, en disant comment vous, personnellement, vous vous êtes intégré dans des réseaux avant même de bénéficier de cette expérience-là pour votre parcours professionnel. Quels sont les types de réseaux dont vous avez bénéficié, que ce soit en France ou à l'étranger, pour construire vos parcours professionnels et ouvrir des portes vers l'international. On en a parlé, là, il y a eu l'IETM que Nicolas et Isabelle ont cité, mais si on revient un peu en arrière dans votre démarrage, vous étiez à un endroit donné, vous avez construit un parcours vers l'international. C'était comment? C'était avec quel type de partenaire? C'était où? Si ça reste pertinent aujourd'hui, je pense que c'est bien de partager cette expérience de démarrage. Je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier. Il y a un micro qui est là d'ailleurs pour ceux qui veulent. Je peux répondre rapidement. C'est l'initiation, là. Oui, tout à fait. Je pense que comme tous les projets internationaux, c'est avant d'être un réseau, c'est de rencontrer quelqu'un, un relais, puisque c'est aussi ça la démarche quand on va dans un réseau international, c'est comment est-ce qu'on rencontre des relais, des personnes avec qui on peut échanger et qui vont, elles, ensuite ouvrir des portes vers des nouveaux contacts, des nouveaux environnements. Donc, en ce qui me concerne, ça a été le réseau Transeuropal. Donc, le réseau Transeuropal, c'est un réseut européen qui regroupe des lieux indépendants qui ont tous eu un usage différent auparavant. Donc, ça peut être des baraques militaires, des friches industrielles. Et ce réseau a été très, très fort. IETM et Transeuropal sont très connectés, il y a des choses en commun, mais Transeuropal est quand même un réseau aussi qui a une thématique par rapport au bâtiment et la dimension aussi politique, puisque c'est la transformation en fait après la guerre froide, après l'ouverture aussi des pays de l'Est. Donc sur cette ouverture, ça a été un moment important. Et donc j'ai fait la rencontre de Philippe Gombert, qui est un des cofondateurs donc qui était l'ancien directeur des Halles de Scarbeck et un des fondateurs des Halles de Scarbeck, et qui donc a été quelqu'un qui m'a introduit et qui m'a aussi expliqué comment se passaient les réseaux européens. Et donc ça m'a fait croiser avec IETM, et c'est vrai que d'aller à Bruxelles, en tout cas sur les réseaux européens, et de rencontrer les gens qui travaillent dans les réseaux européens en dehors du moment des plénières, des assemblées générales, c'est aussi une bonne manière de commencer. Parce qu'on rencontre les gens qui coordonnent ces réseaux-là, et d'avoir une relation personnelle un peu plus avec ces personnes-là, en dehors des grands événements. Mais après, c'est juste moi, mon histoire. Oui, je sais bien, mais c'est exactement ça que je veux entendre. Et du coup, cette personne-là, vous l'avez rencontrée comment? C'est une démarche que vous avez faite toute seule? C'est le hasard? Non, j'ai fait un stage professionnel au Halles de Scarbeck pour la fin de mes études, qui était de coordonner la réunion plénière des Transeuropal. Et donc, ça m'a permis tout de suite de rencontrer les gens. Et après, il a fallu entretenir la relation avec ces personnes avant d'avoir un emploi. Et là, effectivement, il faut investir. Il faut se tenir au courant de où se font aussi des micro-réunions. C'est-à-dire que, après, chacun... Mais il y a aussi... Tous ces réseaux se rencontrent aussi à des endroits plus intimes. Et c'est difficile, quand on est jeune professionnel, de s'inscrire immédiatement dans ces grands événements. Donc, il y a aussi, après, la façon dont on regarde les thématiques, mais c'est quand même d'abord de tisser des relations professionnelles, un petit peu aussi de mentoring, de comment est-ce qu'on rencontre les personnes qui sont dans le métier, mais ça vaut, je pense, pour l'ensemble de notre métier du spectacle vivant. Mais en tout cas, dans mon cas, ça a été ça. Et d'investir, au début, il faut investir, il faut être mobile, bien sûr, mais
ça peut aller très vite et surtout c'est que de toute façon dans les réseaux européens les gens sont très très bienveillants puisque tout le monde est là pour faire la rencontre. Quelqu'un d'autre veut raconter une histoire aussi comme ça, un témoignage? Moi, puisque tu poses la question des débuts, donc à quel moment et comment, lorsqu'on n'a pas justement encore, c'est ça un peu la question si j'ai bien compris. Moi, je me sens un peu concerné par cette question parce qu'effectivement, la question du travail à l'international ne m'avait jamais traversé en tant que préoccupation, je dirais, particulière. Il se trouve que j'avais fait, j'ai mené ces projets pendant 7-8 ans quand même à Lyon. C'est un projet qui a été assez important. À la fin, on était quand même 4 salariés sur ces projets d'échange franco-brésilien, mais qui n'avaient pas de vocation communautaire. C'était vraiment ouvert sur toute la ville et on participait à des grands événements de la ville de Lyon. Mais au bout de 7-8 ans, j'avais fait un peu le tour de cette question-là et j'ai commencé une démarche déjà de déplacement. C'est un peu ce que dit Isabelle, de déplacement, d'aller d'abord beaucoup à Paris déjà pour essayer de voir un nouveau territoire et à rencontrer des gens en prenant rendez-vous. Je suis de passage, je voudrais vous rencontrer, je voudrais connaître votre activité. Et ces rencontres personnelles sont très importantes. Ensuite, dans un projet, ça c'était une première phase. Dans une deuxième phase, pendant à peu près 7-8 ans, j'ai travaillé avec des compagnies qui avaient une activité qui pouvait se faire à l'étranger. Parfois, je partais en tournée, mais le gros du travail restait quand même en France, si vous voulez. Et à un moment donné, il y a un jour où je me suis dit, j'ai envie d'aller vraiment découvrir d'autres endroits. J'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour, non pas de connaître tout le monde, hein, il ne s'agit pas de ça, mais d'avoir un peu fait le tour des manières de faire, des pratiques, etc. Donc je me suis dit, il faut vraiment que je reprenne un peu cette question de l'international. Du début, j'avais fait une 4e année d'études en Angleterre. Ça fait pratiquement 10 ans que je parlais très peu anglais et que donc j'ai repris, si tu veux, déjà par l'anglais. J'ai repris pendant 1 an, j'ai travaillé l'anglais beaucoup, énormément, dans la perspective de l'année suivante, commencer à faire des déplacements, reprendre le contact avec l'Angleterre. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à de nouveau aborder cette question. Donc je suis allé dans des facs en Angleterre pour savoir s'ils avaient des cours du soir que je pouvais faire par correspondance. Donc vraiment une démarche, je pense qu'on doit, je crois que pour travailler à l'international, en tout cas en tant que ce soit des compagnies ou en production, je crois qu'à un moment donné, on doit sentir vraiment ce besoin très fort et qui doit être vraiment qui est un vrai travail sur soi aussi à faire pour pouvoir commencer à enclencher Et donc après, ça s'est fait, comme disait Isabelle, ça s'est fait de fil en aiguille. J'ai repris contact avec des gens dans le cadre de cette formation universitaire que je n'ai jamais faite en Angleterre, c'était trop compliqué. Mais j'ai repris une formation au Relais Culture Europe, qui est un réseau au final. Donc on découvre, il y a des réseaux qui se présentent comme tels, et puis il y a des réseaux qui ne se présentent pas comme tels. Et finalement, c'est des endroits où on rencontre des gens qui sont concernés par l'international et qui vous apportent finalement un réseau. Et je trouve que c'est par là que j'ai continué, comme tu as dit, un peu par connexion, par cercles qui s'intercroisent. On voit qui est présent un peu partout, quels sont les réseaux dont on vous parle, qui reviennent souvent sur le tapis. Et puis finalement, c'est comme ça de fil en aiguille, je dirais, par contamination positive, que la chose se fait naturellement, je crois. Mais il y a au départ, je pense, une véritable envie d'aller à l'international et puis de travailler sur soi aussi, je crois. Je ne sais pas si c'est un avis partagé, mais... Vas-y, Florence. Ouais. Alors, pour ce qui concerne mon expérience personnelle, j'ai vraiment commencé en tant que chargée de diffusion pour la compagnie chorégraphique que j'ai citée tout à l'heure, la compagnie Fatoumi l'Amoureux. J'étais très vite persuadée, au vu du travail, puisque moi, ça passe vraiment par ça, en fait, c'est identifier un peu la proposition artistique, la manière dont elle peut effectivement s'ouvrir à un large public. Et dans ces métiers, je me suis trouvée très isolée au tout début, quand j'ai commencé, dans les années 90, en 92. Et j'ai eu cette chance de faire de belles rencontres dans ce réseau chorégraphique français. Et j'ai rencontré une grande dame pour moi de ces métiers de l'administration, production, diffusion. Je vais la citer, Marie Descourtieux, qui a dirigé et beaucoup développé le projet du Centre national de développement chorégraphique qui s'appelait le CNDC L'Esquisse à Angers à l'époque, avec les artistes Joël Bouvier et Régis Obadia.
Et elle m'a conseillé vraiment de m'inscrire dans des réseaux internationaux. Le premier réseau à laquelle j'ai participé sur ces conseils, c'est l'ITM, évidemment. Et là, j'ai réussi, parce que je trouve que ces réseaux internationaux, pour des acteurs à l'endroit où moi je me situe, est très intéressant, aussi en termes de ressources, puisque je me dirigeais vers une diffusion à l'international. Pour moi, c'était important de communiquer évidemment sur la proposition artistique des chorégraphes pour laquelle je travaillais, mais aussi moi en tant qu'actrice à l'endroit de la diffusion, puis de la production et par la suite de l'administration, de rencontrer d'autres acteurs à l'international et créer comme ça des connexions et des échanges. Et ça a été pour moi très vite du coup une opportunité voilà, d'échanger avec d'autres acteurs dans ces métiers et d'échanger sur nos pratiques respectives en France, en Allemagne, en Angleterre, essentiellement en Europe au début. Voilà, donc pour moi ça a été vraiment une belle ouverture et vraiment une possibilité de connaître un peu mieux les réseaux et les territoires. Voilà. Si on fait la synthèse de ce que vous venez de nous dire, on se rend compte que la part personnelle et le mentorat, le mentoring est quelque chose qui peut être déterminant. On se rend compte que l'Europe et les programmes européens ou les réseaux européens sont une première marche ou un vecteur de facilitation, où les réseaux destinés à vous ouvrir à l'Europe sont une première marche qui fonctionne, semble-t-il. Est-ce que j'ai oublié quelque chose un peu dans votre démarche qui puisse faire sens un peu pour les gens qui souhaitent se lancer? Et puis j'ai oublié de parler aussi le côté mise en route, préparation. L'idée à un moment donné de se dire maintenant ma priorité est d'aller vers l'international et je m'y prépare. C'est ce que tu disais, Sergio. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ou est-ce qu'il y a encore une autre quelque chose, une analyse à compléter? Alors, je ne sais pas si tu as oublié quelque chose. En tout cas, moi, j'ai envie d'ajouter, dans mon parcours, l'international, c'est venu par les langues. Et ça semble complètement évident, mais pas tant que ça. Et que la formation initiale en langue vivante est, je pense, d'abord le biais principal et le premier impératif, je pense. Donc savoir parler et de façon autonome plusieurs langues, si possible, ça facilite quand même beaucoup les choses. Déjà d'une part. Donc c'est ce que j'ai fait. Moi, dans mon parcours, ça a été tout de suite les langues, mais j'étais pas dans le réseau professionnel culture. J'étais intéressé par tout un tas de choses et à l'époque je me cherchais, et c'est par le théâtre et le jeune public que je suis rentré dans le milieu du spectacle vivant, et par la suite je suis tombé en amour avec les arts de la rue. Et les arts de la rue, c'est un réseau de festivals, et là on parle de réseau international pour le coup, et c'est là que c'est intéressant, parce que les arts de la rue par nature sont des moments d'échange, puisqu'on est sur des festivals avec plusieurs compagnies. Généralement beaucoup de professionnels qui viennent aussi sur les grands rendez-vous, et on se voit souvent. Et l'idée de ça, c'est que si on se voit souvent, on parle beaucoup, on échange, et les échanges sont beaucoup plus nourris que quand on se voit ponctuellement. Et je fais la différence avec, par exemple, le réseau de salles, où là, les compagnies sont seules, programmées par une structure, ne rencontrent généralement pas d'autres compagnies, sauf exception bien sûr. Alors que sur les arts de la rue, on est constamment en échange avec d'autres. Et ce qui fait que ça facilite énormément les informations, l'échange d'informations et la mise en réseau de chacun, artistique et production. Et par le biais des grands rendez-vous des arts de la rue qui sont français mais aussi étrangers. Tu peux les citer, s'il te plaît ? Alors les grands rendez-vous, c'est simple en France. On a un en juin, un en juillet, un en août. Donc juin, c'est Vivacité à Sotteville-lès-Rouen, petite ville de la banlieue de Rouen, qui est un gros rendez-vous international des arts de la rue, qui se passe sur 3-4 jours. Ensuite, en juillet, il y a Chalon dans la rue, donc à Chalon-sur-Saône, qui est un rendez-vous international aussi, plus conséquent en termes de programmation, mais avec une sélection des compagnies. On est à peu près à 150-200
compagnies par session. Et puis évidemment, il y a le festival de rue d'Aurillac, qui lui est le plus gros rendez-vous en termes de compagnies, puisqu'on avoisine à chaque fois les 500-600 compagnies propositions en 4 jours, ce qui est un vrai marathon pour les professionnels. Et là, on y trouve effectivement tout un tas de professionnels étrangers. Et à partir de là, on fait ces rencontres-là, on commence à identifier qui vient d'où et qui fait quoi, et on se dit, tiens, j'irais bien peut-être au festival espagnol que j'ai rencontré, ou alors ce festival coréen, ou alors ce festival belge, et de fil en aiguille, avec les compagnies, moi c'est par la tournée que je suis rentré dans l'international, avec les compagnies, j'ai commencé à tisser ma toile personnelle, mais aussi forcément basée sur un existant, et puis l'intérêt de l'international, l'intérêt d'aller à l'étranger, c'est qu'on s'inspire et qu'on travaille beaucoup aussi à se dire, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire en France pour améliorer la manière dont on accueille les étrangers, notamment. Et c'est un peu par ce biais-là que, je ne sais pas si c'est maintenant qu'on peut-être pas. Si, je trouve ça intéressant. Pardon. Il faut prendre un micro. Pardon. Oui, je voulais juste parler un petit peu de mon parcours avant qu'on passe à la phase suivante. Moi, j'étais producteur de spectacles en France d'abord, et puis arrivant au Royaume-Uni, je me suis intéressé aux organisations professionnelles locales. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, pour moi, c'est ITC, qui est Independent Theatre Council, c'est UK Theatre, et c'est Stage One, qui est un programme vraiment extraordinaire. Ça s'appelle Stage One New Producers, qui est un programme organisé par SALT, qui regroupe les 45 plus grands théâtres de Londres, dit le West End. C'est l'équivalent de la STP à Paris. Et l'association, voilà, la STP. Des théâtres privés. Association de soutien du théâtre privé. Et donc, à Paris, qui gère une partie de la redevance des 3,5%. Donc l'équivalent à Londres, ça s'appelle SALT, et ils ont une charity, donc une association loi de 1901 à côté, l'équivalent, qui s'occupe de former les nouveaux producteurs de spectacles. Et donc c'est vraiment ouvert à tout le monde sur candidature. Et voilà, pour moi ça a été un biais important de suivre ces formations pour comprendre comment ça fonctionne localement, commencer à nouer des liens. Ils ont un programme avec de mentoring. Donc j'ai eu un mentor qui producteur dans un théâtre à Northampton, qui aussi m'a bien aidé. Et c'est comme ça qu'on noue des liens. Et je pense aussi, pour finir là-dessus, il y a Steve Jobs qui parlait de connecting the dots, c'est-à-dire relier des points. Vous savez, ces dessins, vous connaissez peut-être ça, mais enfin, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a ces dessins qu'on fait quand on est enfant. Il y a plein de points sur une page qui sont numérotés, et on les relie, et puis au bout du compte, ça fait une image. Et les réseaux internationaux, c'est en fait, on crée des points, chaque rencontre, c'est un point concret. C'est un point concret et qui concrètement n'a pas forcément de but immédiat, qui n'a pas forcément de conséquences immédiates, mais à un moment donné, il va se passer quelque chose et tout d'un coup, les points vont se connecter, ça va faire une image qui va être un projet. Voilà. Donc, il ne faut pas être découragé par le fait que quand on fait un point et qu'on crée cette connexion, qu'on a fait un effort, qu'il n'y a pas une conséquence immédiate tangible, un jour, ces points, ils vont former un projet peut-être. Voilà. Merci pour ce témoignage. Du coup, c'est vrai que là, ce qu'on a cité, c'est... on reviendra quand même sur, Olivier, sur ton parcours assez singulier, parce que là, c'est carrément une expatriation, en fait. Hein, mais si on revient un tout petit peu sur le parcours, en attendant, donc on a parlé des réseaux. Je pense qu'il va falloir qu'on revienne dessus. Donc les réseaux qu'on a pu découvrir grâce à du mentorat, grâce à des formations, grâce à de l'insertion professionnelle. On a parlé des festivals et donc comment on a commencé par les festivals français et les sections internationales des festivals français
si je reprends ton exemple, Paco. Et du coup, ce qui m'intéresserait aussi maintenant, c'est de vous interroger sur comment c'est. Si on prend l'exemple si on fait une typologie, il y a les plateformes, les réseaux, les festivals, il y a les plateformes nationales. Voilà. Est-ce qu'on peut aussi essayer d'essayer de tracer un peu les traits entre ces différents types d'organisations? Qu'est-ce qu'elles peuvent amener, lesquelles sont les plus actives en fonction de votre expérience. Voilà. Et puis il y a aussi ce que tu voulais faire aussi, Paco, intervenir, c'était sur comment l'expérience d'aller simplement dans un festival peut après amener un retour d'expérience pour soi-même, ses propres pratiques dans l'accompagnement des artistes français vers l'international. Donc là, maintenant, on bascule vraiment dans le cœur du sujet sur à la fois une typologie de type d'organisation et à quoi elles servent, comment elles se structurent, lesquelles sont les plus actives pour vous, selon vous, dans votre environnement, dans votre vision, et puis aussi comment votre expérience de ces types de structures vous a amené à définir votre propre méthode d'accompagnement des artistes vers l'international. Je ne sais pas qui veut commencer. Nicolas. Ouais, je ne vais pas tout à fait répondre, mais c'est pas grave. Presque. Je vais repartir de la question précédente en fait. Moi, quand je suis arrivé dans la compagnie Imagegus, c'est une compagnie qui était déjà qui travaillait déjà fortement à l'international. Donc c'est pas moi qui ai amené ce développement. Et elle était bien accompagnée par ce qui à l'époque s'appelait l'AFA, qui est aussi une forme de réseau, mais qui amène à travailler, c'est centralisé sur la France. On travaille en France et un pays étranger. Sachant que la compagnie, quand travaillait, c'était à la fois tourner et monter des productions avec des partenaires et des comédiens de différents pays. Et dans les années, je pense que c'est autour des années 2000, on parle l'histoire, et à mon arrivée, on est on est devenu adhérent de l'IETM. Et c'était pas une priorité précédemment. C'est-à-dire que pour travailler à l'international, on n'avait pas besoin d'être dans un réseau. Mais ce réseau, l'IETM, nous a permis en quelque sorte de nous décentrer de la dimension française et d'envisager les projets les projets de la compagnie de façon un petit peu plus large, c'est-à-dire à la fois géographiquement être moins sur un projet bilatéral, mais des projets avec des partenaires de différents pays, ce qui nous a conduit également à accentuer les projets avec des financements européens, par exemple. Et du coup, sur le long terme, ça nous a amené à fonctionner de façon différente en tant qu'équipe artistique, quoi. C'est-à-dire aussi la dimension partenariale. Elle est devenue importante dans le fonctionnement quotidien de l'équipe. Donc vraiment l'IETM, c'est un réseau. Tu peux définir un peu l'IETM, d'où ça vient, comment ça marche, je ne veux pas te faire une colle, mais j'ai relu un peu ce matin. C'est bien, merci. C'est un réseau qui est né en 1981, en fait. D'acteurs du spectacle vivant, donc acteurs, c'est-à-dire à la fois aujourd'hui, il y a à la fois des grandes institutions, y compris le British Council, par exemple, l'Institut français, jusqu'à des acteurs qui travaillent en freelance, en indépendant, avec des festivals, avec des lieux, avec des compagnies, avec toute la diversité, des agences aussi. Merci, des agences régionales comme l'agence. Et puis au niveau des formes artistiques, c'est théâtre, cirque, danse, voilà, tous les arts vivants, pas trop musique, mais l'axe principal c'est spectacle vivant, mais plutôt théâtre, danse, cirque, en gros. Et c'est un réseau qui est actif particulièrement en Europe, mais avec des membres qui sont également d'Amérique du Nord, du Sud, d'Australie, d'Asie, un peu d'Afrique, mais assez peu, et Océanie également, et qui s'organisent autour de réunions. Il y a 2 grandes réunions par an, et ensuite il y a des formats de réunions plus réduits qui permettent de découvrir
un pays, une situation locale, ou bien des réunions sur des thématiques spécifiques. Donc c'est à l'intérieur du réseau, enfin je sais pas comment chacun le vit, mais ça, à l'intérieur de ce réseau, ça existe des sous-réseaux par exemple. Historiquement, il y avait un réseau qui s'appelait IETM Balkan Express il y a de nombreuses années, qui a accompagné la structuration et le développement de projets de coopération entre pays et acteurs des Balkans. Mais il y a beaucoup de projets, de rencontres qui se font à l'occasion des réunions IETM. Donc, quand je parlais tout à l'heure de se décentrer, c'est que pour nous, en tant que compagnie, ça nous a amené à rencontrer d'autres gens et à se dire on peut trouver d'autres manières de travailler, de concevoir et de déployer nos projets. Si je résume, c'est se défranciser un peu, c'est se défranco-chouillardiser. Oui, certainement. Voilà. Non, mais c'est important de le dire. Je pense que c'est un sujet. Hein. Quelqu'un d'autre peut intervenir? Oui. Par rapport à ta question, et puis reprendre ton image, je pense qu'il est vraiment qui est un bon point de départ sur ces points et cette image qu'on construit. C'est-à-dire que c'est par rapport au choix des endroits où on va aller travailler. Donc effectivement, il y a énormément d'endroits. Nous, on voit bien que l'international peut se travailler aussi en France. Tu en as parlé par rapport au festival. Donc, nous, quand on travaille à l'international, c'est pas uniquement de dire il faut absolument aller à l'étranger. C'est identifier ces endroits. Mais comment choisir ces différents points qui vont ensuite devenir une image, en sachant que cette image, il faut quand même avoir un début de vision avant de mettre les points sur la carte. Et en même temps, il faut être ouvert à l'intuition et à la rencontre, mais il faut aussi être stratégique. Donc c'est toujours cet endroit qui est comment est-ce qu'on fait de la prospective, comment est-ce qu'on identifie les endroits. IETM, c'est un endroit qui est un endroit de relais, donc c'est dans la stratégie de développement de l'international, c'est bien d'aller à IETM. Par contre, il ne faut pas être trop stratégique quand on va à IETM. Parce que si on est trop stratégique, on va passer à côté de la rencontre, puisque c'est un réseau qui est ouvert, qui est informel, et que ce qu'on rencontre, ce sont des relais, et que si on est trop positionné sur quelque chose d'opérationnel, on va passer à côté de la rencontre. Par contre, si on va au TIPAM, si on va à la Tente Smesseux, si on va dans tous ces marchés du spectacle vivant, là, très clairement, on est sur un marché, et donc le positionnement stratégique va être différent. Par contre, IETM et un marché est tout à fait compatible, puisqu'on va aussi retrouver des personnes sur les marchés qui vont à IETM. Et que donc, la relation humaine qui va être tissée, elle va se construire autour de questions de fond et à un autre moment sur des questions de vente. Et là, ça devient vraiment intéressant. Mais ça, je pense que c'est une stratégie, de l'avoir. Ensuite, c'est la question de comment est-ce qu'une compagnie met en place des financements, de prospective, de veille. Comment est-ce qu'on inscrit ce temps-là pour mettre en place une stratégie de développement à l'international? Et ça reste quand même compliqué. Et donc, là, pour le coup, nous, on essaye de répondre à ce questionnement par rapport à Spectacle Vivant en Bretagne, puisque c'est vraiment à l'endroit où on est, c'est-à-dire comment accompagner le développement à l'international. Et c'est vrai que c'est un vrai plaidoyer aussi auprès des collectivités territoriales de dire mais il faut soutenir la mobilité qui est de la mobilité prospective. C'est-à-dire comment est-ce qu'un point, il ne va pas avoir un effet immédiat, mais j'ai une vision à moyen terme. Comment est-ce que je dialogue sur le moyen terme pour investir sur cette question-là? Donc nous, on essaye de travailler sur cette présence artistique à l'international avec le programme Deploy, où on soutient financièrement la mobilité prospective et ça a un effet sur le moyen terme. Donc après, c'est comment est-ce que les équipes artistiques trouvent des moyens auprès de leur collectivité, comment est-ce qu'elles inscrivent ça même dans leur budget et donc font des choix de modèles économiques et d'investissement pour inscrire ce développement et de se dire cette année, je vais mettre 2500 € sur le développement international, je vais choisir une destination. Et c'est à cet endroit-là qu'il faut aussi travailler la question. Et ça, c'est une décision interne, structurelle de la compagnie.
Sergio, ouais, tu voulais rebondir? Ouais, je voudrais rebondir sur ça, justement, parce que tout à l'heure, je parlais du travail sur soi qui doit vraiment s'opérer à un moment donné. En tout cas, pour moi, je l'ai ressenti comme ça et j'ai senti qu'il fallait faire ce travail-là. Parcours l'a aussi dit pour la question, ça peut paraître évident, mais ça n'est pas forcément pour tout le monde, la question de la langue, parce que quand on va à j'ai eu le cas d'artistes, par exemple, que j'ai fait venir, entre guillemets, à l'IETM. J'ai choisi la rencontre à Bruxelles, par exemple, parce que nous sommes encore en francophonie, mais c'est vrai que le fait de ne pas parler anglais, à un moment donné, on se sent un peu bête, on se sent timide. Donc ce travail sur soi, il est importantissime, il faut vraiment le faire, quoi. Il faut s'asseoir, écouter des morceaux, écouter, comment dire, chacun trouver sa méthode, participer à des groupes de travail, travailler la question linguistique. Je pense que on parlait tout à l'heure de déplacement, je crois que c'est le premier déplacement symbolique qu'on fait vers l'autre, c'est d'apprendre sa langue. Et, on ne vous demande pas forcément d'apprendre toutes les langues du monde, mais au moins une langue qui permet d'être un tout petit peu avenant, d'être un petit peu à l'aise, sans être forcément bilingue, mais de pouvoir réagir rapidement, comprendre, répondre, d'avoir une relation un peu sur un pied d'égalité. Je trouve que c'est très important. C'est sur cette question du coup aussi du déplacement et du travail sur soi, c'est un petit peu ce que dit Isabelle d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut définir des priorités, y compris budgétaires. Dans mon cas, c'est anecdotique, mais à un moment donné, je me suis dit, voilà, j'ai aussi au sein on peut pas toujours partir en festival avec des compagnies. Des fois, les compagnies ne vont pas au festival, ne vont pas beaucoup en festival international, ou ne peuvent pas se rendre, ou ne voient pas forcément l'intérêt tout de suite parce qu'elles sont dans un souci d'immédiateté souvent, ou parce qu'on gère le nez dans le guidon les comptes de la fin du mois, etc. Donc à un moment donné, vous, en tant que... certains artistes le ressentent, mais les acteurs aussi de la production doivent définir ça comme une priorité. Moi, dans mon cas, de manière très anecdotique, je me suis dit, j'ai besoin d'un budget de 2500, 3000 euros par an. C'est exactement plus dans les ordres de grandeur que je fais 3-4 rendez-vous par an, quitte à changer de bureau, quitte à prendre un bureau plus petit, quitte à m'organiser différemment. Donc, à un moment donné, je pense qu'il y a vraiment un travail, c'est une décision stratégique et politique au sens anglais du terme, c'est-à-dire définir une stratégie, un positionnement, et puis d'y aller, quoi. Parce que les gens, vous avez besoin de les rencontrer, et ça, c'est vrai que ça engendre des déplacements. Et tout le monde n'a pas la chance d'avoir des aides au déplacement. Malheureusement, c'est un point vraiment, on peut aborder ça aussi, c'est un point terrible, c'est qu'on est très peu soutenu à la prospection. Voilà. Alors, je voudrais peut-être rebondir une seconde, garder la parole une seconde, parce que sur ce sujet-là, faire un petit point d'actualité, parce que j'ai eu la chance de participer à une réunion organisée par l'Institut français cette semaine, qui présentait un programme qui s'appelle Importunus, que je vous invite à consulter, parce que j'ai cru comprendre que ça pouvait être justement une solution. Voilà, je veux bien qu'on commente, parce que moi j'en ai une vision superficielle, ou en tout cas sur la mobilité internationale, avec des critères et des contraintes évidemment, parce que s'il y a des critères, il y a des contraintes, mais voilà, donc il y a la question de l'autofinancement de cette première mobilité, et puis il y a la question de l'appui par les agences régionales, et puis je posais sur la table l'éventualité d'autres programmes financés par les crédits européens d'Europe créative, pour faciliter cette mobilité pour les compagnies, les artistes donc, ou les professionnels. Mais c'est peut-être ai-je mal compris. Oui, ouais. Bon, déjà sur la mobilité, je pense qu'il faut qu'on cite On the Move, qui est une plateforme et un réseau d'information qui est extrêmement précieux, aussi bien sur les appels à projets et sur tous les financements de mobilité pour des artistes dans le monde entier. Et que si vous êtes porteur de projet ou producteur, c'est aussi, mais même si votre structure ne peut pas faire une demande d'aide à la mobilité pour des artistes, là, vous allez avoir une vision d'ensemble, c'est-à-dire que l'équipe artistique avec laquelle vous travaillez à l'étranger peut peut-être mobiliser des fonds. Donc, c'est une vision transversale, c'est-à-dire de ne pas toujours regarder les financements du côté français, qu'est-ce qu'on peut trouver en France pour produire quelque chose qui est coopératif, international, transversal. Donc c'est vraiment un site et une newsletter qui est riche et qui ouvre aussi, qui est relais vers plein de réseaux. Donc ça, je pense que c'est assez indispensable aujourd'hui. Et puis c'est un réseau qui est proche du terrain et qui est en réaction. Je peux t'interrompre, Isabelle, parce qu'on n'a pas entendu. Tu parles de On the Move. On the Move. Vous avez entendu ? On the Move.
Et sinon, sur ePortunus, donc effectivement, c'est un tout nouveau programme donc qui est un peu un projet pilote qui est porté par le Goethe Institut sur la question du développement de la mobilité. Mais c'est quand même pas un soutien à la mobilité prospective. On est bien là sur de la mobilité avec un cadre où il faut que ça soit au moins, je sais pas exactement, mais au moins 15 jours. 15 jours fractionnables. Donc, on est sur du projet, on est sur de la collaboration artistique. C'est très intéressant. On va voir ce qu'il en ressort. Mais bon, on est plutôt là sur du soutien à la mobilité pour des projets. Après, effectivement, il y a quand même un déséquilibre en France, puisqu'il y a des agences régionales qui entreprennent cette question. Il y a des conventions avec l'Institut français et les régions ou les collectivités territoriales qui sont sur des aspects très différents, parfois sur la diffusion, parfois sur la coopération. Donc, la coopération, c'est-à-dire que tu peux partir une semaine, faire un atelier avec un artiste. Donc, il y a un déséquilibre quand même là-dessus. Et c'est pour ça que j'encourage tout le temps, je dis qu'il y a un plaidoyer à avoir auprès des collectivités pour qu'on ouvre cette notion de mobilité. Et voilà, c'était juste pour commenter sur Merci. Je vais te répondre parce que je vais parler d'un modèle suisse. En fait. Alors, on y va. La Suisse. Donc je travaille aussi sur le territoire suisse avec 2 artistes suisses et également j'ai porté un projet qui s'appelle la Sélection Suisse en Avignon. Je cite voilà ces démarches tant artistiques que de programmation suisse parce qu'en fait je trouve qu'il y a une démarche très intéressante en Suisse il y a 2 antennes qui sont la Corodis sur le territoire suisse romand et le Pro Helvetia, cette fondation Pro Helvetia qui clairement accompagne la diffusion pour les compagnies suisses. Donc ils ont vraiment des dispositifs financiers permettant aux acteurs de la diffusion de se déplacer à l'étranger, de participer à des événements, des festivals comme la Tanzmesse. Mon rôle de diffuseuse auprès de 2 équipes suisses a été financé quand je me suis déplacée à la Tanzmesse. Je trouve que c'est une démarche extrêmement intéressante parce que ça permet quand même de beaucoup communiquer sur actuellement la création des artistes suisses par le biais des professionnels de la diffusion à l'international. Voilà. Merci. Juste un tout petit mot justement sur ça, sur comment dire, l'inégalité entre les régions. En Suisse, parfois, on dit aussi il y a tous les cantons. C'est pas, il y a une égalité parce qu'il y a la Corodis qui s'occupe beaucoup de la Suisse romande. Ça existe moins que dans d'autres régions. Après, il y a Pro Helvetia qui travaille sur le fédéral et ils financent aussi des déplacements dans des grands événements. Par exemple, Avignon, ils prennent en charge, par exemple, 2 nuits. Vous avez 2 nuits en tant que chargé de diff d'une compagnie suisse. Vous avez 2 nuits de présence assurée et un billet de train, par exemple. Et ça permet quand même aux chargés de diff, aux personnes qui accompagnent les artistes, de se déplacer et de rencontrer des gens. C'est vrai, encore une fois, et je pense que c'est tout à fait ça. Il faut vraiment qu'on essaye de s'inspirer de ces modèles-là pour faire du plaidoyer, faire du lobbying en France pour que ça puisse, du lobbying entre guillemets, on n'est pas à l'Assemblée nationale, mais de faire pression auprès des tutelles, etc., pour qu'ils s'ouvrent et pour qu'ils comprennent l'intérêt de ces politiques-là, qui sont des politiques à long terme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lancer une tournée internationale si ça prend du temps. Et tout ce temps-là, toute cette démarche de prospection, elle se fait pas sans coût et sans de l'investissement et sans des déplacements, justement. Donc je trouve ça très pertinent. Un petit complément par rapport à ce que tu dis, Sergio. Il y a des collectivités qui ont des budgets aussi pour prendre en charge des projets internationaux. Mais effectivement, un repérage, on positionne ça clairement dans le projet de l'équipe artistique, de développement, à argumenter pourquoi on veut aller à tel ou tel endroit, on peut solliciter des aides directement auprès des collectivités, même parfois qui ne soient pas spécifiquement destinées à la culture. Ça peut être au développement économique, par exemple. Et puis, effectivement, la question du lobbying, en se groupant un peu localement et en allant à la mairie ou à l'agglomération ou à la métropole, comme dans le Grand Lyon, on peut, à mon avis, arriver à argumenter et à trouver quelques moyens, pas énormes, mais de quoi
organiser un déplacement du coup qui aura un impact, si j'ose dire, sur le territoire. Merci. Alors, je voudrais qu'on aborde maintenant 2 sujets en mode spécifique et faire parler Olivier et Paco. Olivier sur un peu l'accompagnement en Angleterre de projets français et Paco aussi sur la question de l'accueil, son expérience d'accueil et tout ça. Mais avant cela, ce que je voudrais, parce qu'on a déjà un peu parlé longtemps, je voudrais aussi ouvrir peut-être pour 1 ou 2 questions, pas plus, faire une petite respiration avec vous, la salle. Si vous souhaitez rebondir ou reposer une question précise sur les choses qu'on a pu aborder. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ? On fait circuler le micro volontiers. Merci, bonjour. Frédéric Potti, je suis également membre de l'IETM. Je suis membre du comité Advisor Committee de l'IETM, qui est une des institutions, des instances de ce réseau. Il y a une chose, moi, qui m'interroge. Effectivement, le schéma est exactement celui que vous avez décrit. Je pense que c'est d'abord une volonté et c'est une chose qui se construit, c'est évident. Nous, à titre personnel sur la compagnie que j'accompagne, on a un budget de 10 000 euros qui est dédié, 12 000 euros qui est dédié à l'international et ça rebondit sur 85 dates maintenant. Quand je suis arrivé, il y en avait 35. Donc assez rapidement, les effets se font sentir quand on fait choisit ces options-là. C'est assez compliqué d'en persuader les artistes quand à un moment on leur dit non, cette partie-là, t'y touches pas, elle va pas au plateau, elle va dans le développement du projet qu'on a choisi de mettre en place. Ceci, cette parenthèse faite, j'ai une question, moi, mais peut-être que ça va être abordé après, parce qu'il y a beaucoup de danse, j'entends beaucoup parler de danse, j'entends beaucoup parler de formes qui sont en fait non-verbales sur cette diffusion internationale, et quid du moment où on s'empare des mots parce que c'est une vraie problématique du développement international sur les formes qui évidemment utilisent la parole, utilisent le texte. Donc voilà, est-ce qu'il y a des réflexions ? Je sais qu'on en mène à l'IETM évidemment là-dessus, mais vous, où vous en êtes dans vos parcours par rapport à ça ? Voilà. Je pense que Olivier va pouvoir nous répondre. Est-ce qu'il y a une autre question avant qu'on passe la parole à Olivier ? Eh bien, on enchaîne alors. Alors, un micro pour Olivier, s'il vous plaît. Oui, c'est une bonne question. Alors, donc, moi, je produis au Festival Fridge d'Édimbourg 2 spectacles, dont l'un est non-verbal. Mais c'est du théâtre. Donc, c'est le spectacle Bigre de Pierre Guillois, qui, dans sa production britannique, s'appelle Fishbowl. Et je produis aussi un autre spectacle qui est une adaptation, là, pour le coup, en anglais, de Une vie sur mesure de Cédric Chapuis et qui s'appelle Beat. Donc pour la langue, moi je vais parler du Royaume-Uni. Il y a pas vraiment de marché pour un spectacle en langue française, si ce n'est le marché de la communauté française qui va être à Londres, pas ailleurs. Et quelques francophiles de ci, de là, pas beaucoup. Donc il y a les Britanniques, c'est tout simplement ça les intéresse pas, donc ils vont pas acheter de billets. Voilà. Et au Royaume-Uni, s'il y a pas quelqu'un qui achète un billet, la production va pas se faire. Donc c'est pas une position philosophique, hein, c'est vraiment c'est la réalité. Tout ce qui est surtitrage, sous-titrage, c'est réservé à l'opéra. Et il y en a, ça existe ailleurs. Il y a des gens qui essayent de le faire, mais c'est une exception qui n'est pas forcément un exemple à suivre. Je conseillerais pas à une compagnie d'investir dans un spectacle en langue française. Voilà. Très rapidement, donc nous, la question se pose puisqu'on soutient la diffusion à l'international et effectivement, on a très peu de projets de théâtre avec de textes. Et donc on a lancé un soutien au surtitrage
qui démarre. Donc on n'a pas encore forcément les effets, mais aujourd'hui, moi je vois pas une autre manière de travailler cette question de la diffusion du théâtre de texte sans le surtitrage. Après, hier, il y a eu un débat sur la question des langues et comment est-ce qu'on intègre les langues différemment et que c'est pas forcément un surtitrage comme ça binaire. Donc, il peut y avoir un élément artistique aussi dans le théâtre de texte. Mais nous, on voit très clairement que c'est difficile. Mais on est dans la démarche. On va voir là dans les 2 années qui viennent, si ça a des effets. Mais c'est accompagné de tout ce qu'on a dit auparavant. Le surtitrage plus toute l'autre démarche. Non, mais je trouvais quand même que, Olivier, tu en profites peut-être pour rebondir sur... Pardon, mais moi, ce que je trouvais intéressant aussi, c'est, bon, imaginons que donc du coup... Alors, on vient de se dire que, voilà, en tout cas sur le marché britannique, concrètement... voilà, vous entrez sur le marché à partir du moment où vous adoptez la langue britannique. Je simplifie, hein, mais je résume. Mais tu vas pouvoir moduler. Et après, moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu nous fasses un peu le parcours pratique, peut-être en prenant un exemple d'un projet ou 2 projets sur le parcours du combattant à partir du moment où déjà on va parler je vais être un peu incisif. Apparemment, le produit est adapté au marché. Maintenant, il faut qu'il rentre sur le marché et qu'il pénètre le marché. Et là, il y a besoin du coup de méthodes et voilà de différentes étapes que j'aimerais bien que tu puisses nous décrire, s'il te plaît. En prenant l'exemple du marché britannique, il faut savoir que chaque marché est différent et a ses propres spécificités. Et là, on vient d'aborder la dimension linguistique au regard du marché britannique. Voilà. Oui, effectivement. Donc, oui, chaque territoire est différent, et c'est pour ça que c'est important d'avoir des relais locaux. Donc, moi, je suis un relais local au Royaume-Uni pour des compagnies étrangères, et notamment pour des compagnies françaises. Donc, je vais prendre l'exemple de Bigre. Comment ça s'est passé? Alors, il y a un producteur de spectacle français qui m'a dit: tiens, tu devrais aller voir. Tu sais, Pierre Guillois, il avait fait un spectacle qui était pas mal. Et là, c'est son nouveau. Il l'a créé et il commence à le tourner un petit peu. Tu devrais aller le voir. Et donc, je viens régulièrement à Paris. Donc, je suis allé à La Piscine à Châtenay-Malabry, je crois. Un très beau théâtre donc au sud de Paris, et donc je suis pour aller voir Bigre, et j'ai trouvé ça fabuleux. Et pour parler produit, je me suis dit que le public britannique pouvait vraiment adhérer à un tel spectacle. Donc voilà, donc ça c'est la première étape. C'est simplement rencontrer quelqu'un qui a le coup de cœur pour votre spectacle et qui a envie de démarrer quelque chose ensemble. Et c'était quand, pardon, t'interromps, c'était quand ça? Je pense que ça devait être l'hiver 2015-2016, je pense. Ouais, je pense que c'est ça. Et donc ensuite, j'ai rencontré l'équipe, donc le directeur artistique et l'équipe de production, l'équipe de diffusion en France, et puis pour voir ce qu'ils avaient envie de faire, si aller au Royaume-Uni, ça les intéressait, comment on pouvait voir. Et puis ensuite, du côté du Royaume-Uni, j'ai essayé de réfléchir à la façon de procéder, quelle est l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, changer l'étape, intervertir l'étape 1 et l'étape 2, voir comment ça pouvait fonctionner, commencer à parler à des gens à droite, à gauche. Et puis, vous parlez donc ça va être l'Institut français, des directeurs de théâtre en province, à Londres, et les Fringe Festivals. Et avec plusieurs des théâtres d'Édimbourg qui étaient intéressés par le spectacle. Donc on a commencé à en parler un peu plus précisément avec des dates, avec les conditions techniques des salles. Parce que le spectacle est assez compliqué techniquement. Et ensuite,
l'étape suivante très importante, ça a été de persuader un directeur de théâtre de venir voir le spectacle. Et donc, finalement, il y a un directeur de salle qui s'est déplacé pour aller voir le spectacle à Thonon. Et on fait tous du spectacle vivant. On sait que la vidéo, c'est bien, mais le spectacle vivant, voilà, c'est irremplaçable. Et donc, là, il a vu le spectacle en vrai. Et c'est là que vraiment ça s'est déclenché concrètement. Et donc le convaincre, ça a été lui financer son trajet, ça a non, c'est des discussions, des rendez-vous, des déjeuners, des pintes de bière. Ça passe beaucoup par la bière au Royaume-Uni. et voilà. Et puis insister avec gentillesse, parce que le Plaisance. Pour vous donner une idée, le Plaisance Theatre à Édimbourg, ils ont, je crois, 20 salles. Ils produisent cette année 280 spectacles, donc dans un seul groupement de salles. Et à eux seuls, ils font 23% de la billetterie de tout Édimbourg. Donc c'est vraiment un acteur très très important. Et donc c'est des gens qui sont très 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 sollicités. Mais il ne faut pas avoir peur parce que on parle de USP, Unique Selling Point, c'est utilisé en marketing pour dire en quoi vous êtes spécifique. Si vous pouvez résumer votre spécificité en un mot. Et la spécificité qu'on a en étant étranger, c'est d'être étranger. Là, on a tous ça. Et ça peut être un unique selling point pour vos interlocuteurs. Tout simplement vous êtes au Royaume-Uni, sur 1000 personnes, ils vont dans le théâtre, ils vont discuter peut-être avec 995 Britanniques, et vous allez faire partie des 5 qui sont non britanniques. Donc ça peut être un atout plutôt que faut pas voir ça comme un inconvénient. Ça peut être un atout parce que vous êtes différents. On est dans des métiers artistiques et les gens sont à la recherche de différences, de créativité, de choses qu'ils ont, de découvertes. Et ça, c'est vraiment un atout qui fait que même si on est personne, puisqu'on démarre avec 0 réseau au Royaume-Uni, on arrive quand même à ouvrir les portes et à faire que les gens s'intéressent à vous et à ce que vous faites. Et si on continue sur cet exemple-là, du coup, pour la compagnie, ça implique du coup d'aller produire le spectacle à Édimbourg et d'aller s'allier finalement avec un groupe et avec toi pour définir les conditions d'une diffusion potentielle future sur le marché britannique, si j'ai bien compris. Oui. Alors c'est le marché britannique, c'est un marché qui est nettement moins subventionné que le marché français. Pour vous donner une idée, moi je m'occupe des finances du Soho Theatre. On a un chiffre d'affaires de 6,5 millions de livres environ. Et notre subvention qui est de l'Arts Council England, donc il y a un département qui dépend, on va dire, du ministère de la Culture, et de 450 000 livres, donc environ 8%. Et voilà, donc on est considéré un théâtre subventionné avec 8%. Donc il y a beaucoup de théâtres qui fonctionnent comme ça partout au Royaume-Uni. Donc vraiment la partie billetterie, la partie commerciale est très importante. Et il faut l'idéal pour une compagnie, c'est de se faire aider pour comprendre tous les enjeux commerciaux d'une production au Royaume-Uni. Donc, à commencer par des choses simples comme qui paraissent simples comme le titre ou l'affiche, qui sont des choses qui sont vraiment essentielles. Il y a des spectacles mauvais qui marchent avec une bonne affiche.
Et il y a des spectacles bons qui marchent pas à cause d'une mauvaise affiche. Donc, quand on a un bon spectacle, ça serait vraiment bête de pas avoir une bonne affiche. Et là, une bonne affiche, c'est pas, je dis bonne parce que c'est peut-être pas le bon adjectif. C'est adapté au marché. Voilà, c'est adapté au marché. Et donc une bonne affiche entre guillemets, hein, c'est pas la même chose au Royaume-Uni ou en Allemagne ou au Portugal. Ça, c'est pas forcément la même chose. À moins que vous ayez une marque globale comme Coca-Cola, mais on n'en est pas là. Je voudrais te poser une question. Est-ce que tu pourrais nous dire, est-ce qu'il y a une différence entre le marché londonien et après le reste de l'Angleterre, par rapport justement à ces lieux de diffusion et ce marché commercial, la spécificité londonienne et puis après le reste de l'Angleterre qui a elle aussi des politiques culturelles par région, enfin voilà. Oui, alors il y a une assez grosse différence au niveau des publics. Une façon de l'illustrer assez simple, ça a été le référendum du Brexit. Donc sur le Royaume-Uni, c'est 52% pour sortir de l'Union européenne, 48% pour rester. Et sur Londres, c'est plus de 70% pour rester dans l'Union européenne. Donc les mentalités sont complètement différentes et l'ouverture internationale est complètement, le mindset comme on dit est complètement différent. Par ailleurs, les acteurs de la culture sont pas mal concentrés autour de Londres. Et les premiers spectateurs du théâtre sont aussi des acteurs de théâtre qui tournent autour, parce que nous, on va tous voir des spectacles, donc on est les premiers à acheter des billets de spectacles, et tous ces gens-là se retrouvent à Londres. Et donc, quand on a un spectacle qui est peut-être moins grand public, il a plus de chances de réussir à Londres. Parce qu'il y a vraiment, vous allez trouver le public pour tout genre, on va dire. Alors que si vous partez en tournée avec un spectacle, si vous arrivez dans un territoire qui est de leavers, comme on dit, donc des gens qui ont voté leave, quitter l'Union européenne, le public va être radicalement différent, et peut-être que le message que vous portez, la façon dont vous communiquez sur votre pièce, va être reçu différemment. Des choses qui sont implicites à Londres vont pas être claires du tout si vous allez à Leeds. Voilà. Je sais pas si. Non, mais alors du coup, donc toi, tu t'occupes d'aller justement favoriser la rencontre avec des spectacles différents dans cette difficulté d'aller intéresser des producteurs. Après, donc ce que je veux dire, c'est que dans le cheminement là en cours, finalement vous avez changé l'affiche, si je résume, changé le nom, et j'ai peut-être adapté la technique, le décor pour permettre plus facilement la tournée, peut-être, j'en sais rien. Et derrière aussi, nous dire un peu sur toi, ton travail. Donc tu as trouvé ce gros producteur britannique. Dans le financement, est-ce qu'il y a eu de l'injection de l'argent anglais à ce stade, ou pas du tout, et quelle va être la perspective de suite dans le travail? Est-ce que votre ciblage, c'est le marché intérieur britannique, ou c'est le vaste monde anglophone? Alors nous, on a choisi de passer par stratégiquement en premier lieu par la plateforme du Fringe d'Édimbourg, parce qu'elle est naturellement internationale. Il y a plein d'acteurs du monde entier qui, s'ils font un festival à l'étranger par an, ils vont plutôt faire celui d'Édimbourg, parce que c'est le plus grand festival du monde avec 3500 spectacles, donc il y a vraiment beaucoup de choses à voir, et il y a beaucoup de professionnels qui s'y déplacent. Donc nous, on pense que le spectacle a vraiment un potentiel extraordinaire, aussi bien au niveau du Royaume-Uni qu'à l'international, de par ses thèmes.
ça parle de l'amitié, aussi de la solitude, ça parle aussi des conditions de vie dans les grandes villes. Il y a beaucoup de gentillesse, beaucoup de poésie, et c'est en même temps très concret et très, très humain. Pardon ? Tout ça dans le burlesque. Oui. C'est très burlesque, c'est très joyeux. Il y a des niveaux de lecture qui vont correspondre à tous les âges et à toutes les cultures aussi. Et donc c'est pour ça qu'on pense que ça a un potentiel international. Pour parler spécifiquement du Royaume-Uni, pour ceux qui s'en souviennent, Jacques Tati a vraiment réussi magnifiquement au Royaume-Uni. Et c'est plus récemment le Mr Bean ou le burlesque ou les Monty Python fonctionnent un petit peu dans ce niveau-là. Donc pour l'humour britannique, aussi d'autodérision, ça fonctionne très bien. Donc ça, on va dire, c'est le pari de croire au potentiel grand public du spectacle. Pour ce qui est de l'adaptation, donc on a parlé de la partie communication. Au niveau décor et technique, c'est un enjeu aussi pour nous parce que le spectacle est assez compliqué et nécessite 2 jours de montage. Et dans une structure de tournée britannique, on paye la tournée de montage quand on tourne. Donc si on met 2 jours à monter, un spectacle qui peut devenir non rentable pour ça. Donc, on travaille à l'adaptation technique du décor. Mais les équipes techniques britanniques sont vraiment formidables. Donc, et sont très, très organisées. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait possible de faire. Ensuite, il faut trouver la bonne relation entre le théâtre et son public naturel. Donc, pour le Plaisance à Édimbourg, et là, on travaille sur des salles à Londres pour cibler quelle salle va correspondre entre la taille de salle, son public, la durée d'exploitation qui est en général pratiquée. Excusez-moi, je parte un petit peu dans tous les sens, mais c'est pour vous expliquer les différentes pièces du puzzle. Avec donc exploitation, est-ce que ça va être plutôt 4 semaines ou plutôt 6 ou des choses comme ça. Et ensuite, la prolongation logique, en tout cas ce qui est pour le Royaume-Uni, c'est attirer des investisseurs privés qui vont ensuite relayer la production du spectacle pour le faire franchir la marche suivante. Voilà, donc c'est ça la progression. Merci. Donc je trouvais ça intéressant de prendre cet exemple parce que c'est ton métier et c'est de l'actualité. Je trouvais ça et c'est très concret. Alors après, c'est sur un marché spécifique. Il ne faut pas, je pense, en tirer nécessairement des conclusions générales, mais au moins sur ce marché-là qui est quand même important, c'est concret. Et surtout, c'est un marché qui après, comme tu le disais, peut déboucher sur des sur des retombées beaucoup plus larges. Et ce sera intéressant de voir si le pari, aussi bien sur le marché domestique britannique, on va à Cross Fingers, ou sur des marchés plus lointains, est réussi. Et on le souhaite à la fois pour toi et pour la production française. Peut-être on va reprendre aussi un autre prisme à travers toi, Paco, sur nous revenir aussi sur la manière dont finalement tu as été t'inspirer à l'étranger sur la manière d'accompagner les artistes pour le transférer sur la manière dont le festival le Cratère, organisé par le Cratère, accueille les artistes étrangers en France. Oui. Alors, Cratère Surface, c'est un festival art de la rue organisé par une scène nationale qui termine sa saison de salle avec une semaine de spectacle dans l'espace public.
C'est une volonté du directeur, Denis Laforie, que je salue, et qui avait envie, il y a une dizaine d'années, de changer un peu son modèle de festival et de le tourner vers l'international de manière vraiment concrète et efficace. Et pour ça, il a fait appel à l'époque une coopérative qui s'appelait La Cellule, avec qui je travaillais, et qui a donc ensuite passé le bébé à Production Bis, avec qui je travaille toujours. Et cette cellule, en fait, est une sorte de boîte à outils de production, diffusion et d'organisation qui avait une caractéristique, c'est qu'on était tous à peu près bilingues ou trilingues, et qu'on avait aussi un réseau international dans les arts de la rue et les arts du cirque. Et ça, c'était donc le préalable. Et l'envie de Denis, c'était déjà de travailler sa programmation pour qu'elle soit plus adaptable à l'international, c'est-à-dire d'arrêter de remplir sa grille de programmation avec des spectacles qui ne peuvent pas tourner, puisque sinon, évidemment, c'est le préalable si on veut que les étrangers viennent et reviennent. C'était l'idée. Et l'autre chose, c'était qu'il avait envie que les étrangers soient bien accueillis. Et ça, c'était les propositions de la cellule, et donc suivies par Production Bis, c'est-à-dire on crée un programme d'invitation spécifique pour les étrangers afin que déjà ils viennent voir dans des conditions sur mesure comment ça se passe, quel est le contenu du festival et quels sont les types de propositions qu'on peut leur proposer. L'idée, c'était déjà de mettre un budget sur cette force de production bilingue qui s'est intégrée à l'équipe du Cratère, qui maintenant travaille depuis 9 ans dans une forme vraiment très informelle et très agréable. Ça, je le soutiens et j'aime ce festival pour ça. L'autre chose, c'est qu'on a mis en place un programme d'invitation avec des nuitées d'hôtel offertes, les repas offerts, un système de navettes pour venir les chercher dans les aéroports Marseille, Nîmes, Montpellier, et un programme professionnel qui leur permettait de pouvoir aussi se rencontrer. Et l'aspect de ce programme professionnel, la spécificité du festival, puisque on vient de le livrer, c'était début juillet. C'est un pays, donc on est en pays cévenol, il fait très chaud l'après-midi, donc il n'y a aucune programmation qui se fait. On commence à partir de 18h. Donc qu'est-ce qu'on fait de ces journées entières on organise de la rencontre pro, évidemment, des présentations de compagnies régionales, toujours avec cette idée de les faire tourner à l'international. Donc on leur demande de faire leurs présentations en anglais. Toutes les rencontres professionnelles sont faites et traduites en anglais. Et on a aussi créé de ce qu'on appelle du tourisme culturel. C'est-à-dire qu'on les a fait, dès les premières années, on les a emmenés visiter le patrimoine naturel des Cévennes, qui est très riche, comme vous le savez peut-être, et qui nous a permis de créer de ces moments informels d'échange entre des professionnels qui ne se connaissaient pas forcément, jusqu'à donc presque être une sorte de lieux de rencontres improbables, puisqu'on a créé dès la première année ce qu'on appelle le River Meeting, qui est donc un temps d'échange dans une guinguette au bord de la rivière, et on leur demande, dès qu'ils s'inscrivent, d'amener leur maillot de bain et leur serviette pour pouvoir passer un moment sympathique dans une rivière des Cévennes. Et ce moment-là, maintenant, aujourd'hui, on en est à la 9e édition. Ce moment de River Meeting est tout à fait déjà reconnu pour son efficacité, puisque là, on était à peu près 80 professionnels à venir sur cette guinguette. Et j'ai pu voir plusieurs petits groupes se former, allongés tranquillement dans l'eau, et commencer à parler et avoir des discussions vraiment efficaces sur qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble, quels sont pour les prochains projets, etc. Donc avec des nationalités aussi diverses que, là, cette année, on avait une délégation russe, des Coréens, américaines, chinois, et des pays, et évidemment l'Europe, qui est souvent représentée par des festivals en Espagne, en Italie, en Belgique, Royaume-Uni, Allemagne cette année, Pays-Bas, voilà, j'en oublie.
Et cette manière de travailler vers justement l'informel nous a permis de nous apercevoir qu'en fait les professionnels étaient très friands de ces moments-là, puisque c'est des moments qui sont encore une fois informels, mais qui sont aussi des moments où on peut connecter facilement, puisqu'on a ce temps-là, et que l'équipe de production BIS au sein du cratère fait tout en œuvre pour faire un accueil sur mesure. On connaît tous les professionnels qui viennent personnellement, on les a tous interrogés, on a tous travaillé un moment avec eux, on sait ce qu'ils cherchent exactement et on peut de cette manière-là travailler vraiment à les faire soit rencontrer des équipes artistiques qui sont présentes. Donc on demande aussi aux compagnies de jouer le jeu, c'est-à-dire que par exemple sur une programmation sur la semaine, on demande aux compagnies de créer par exemple une séance en anglais, si évidemment c'est pertinent, s'il y a du texte. Ce qui a fait, par exemple, qu'une compagnie d'Île-de-France était venue avec un spectacle qu'elle a traduit en anglais, ce qui lui a permis ensuite de travailler à l'étranger, et notamment de faire des projets hyper intéressants en Corée du Sud, où ils ont fait une version coréenne, française, ce qui est quand même assez inédit pour cette compagnie, ce qui aujourd'hui a créé des ponts et des complicités, comme on s'en doute. Donc les séances en anglais, c'est un préalable. On leur crée aussi ce qu'on appelle un programme idéal, ce que j'appellerais un tailor-made programme, qui permet à ces étrangers de venir et de suivre un programme qui leur sera destiné. C'est-à-dire qu'on ne va pas les laisser chercher, piocher dans la programmation, somme toute modeste, mais tout de même, avec des spectacles qui seraient français ou trop français et donc intraduisibles et qui ne pourraient pas voyager. Donc on leur fait un programme sur toute la semaine en leur disant « ça vous pouvez voir ». Ça, c'est en anglais à telle séance. Ça, on vous l'a réservé parce que c'est une jauge limitée, etc., etc. Donc, ils suivent on leur met ça dans le Welcome Pack, en même temps qu'une liste des professionnels qui sont présents. Donc, ils peuvent aussi voir qui est là et donc bien se dire, tiens, j'aimerais bien rencontrer un tel. Ce qui fait que, voilà, ils ont plein d'outils, une organisation vraiment aux petits soins, un catering qui est délicieux, des conditions qui sont idéales pour pouvoir voir des spectacles. Et le résultat, en 9 ans, on a pu voir que des professionnels reviennent, se disent séduits par l'accueil et aussi par les propositions artistiques. Certains même m'ont dit, moi je préfère venir à Alès plutôt que d'aller à Chalon-dans-la-Rue parce que j'y comprends rien, il y a trop de choses, il y a trop d'informations et il n'y a pas d'accueil personnalisé comme vous. Et généralement, à l'aise, je retrouve 2 ou 3 propositions que je pourrais programmer. Et parfois, le bilan est même plus positif de venir à Alès alors qu'il y a une vingtaine de spectacles qui sont programmés que s'ils vont à Chalon, alors il y en a 150. Donc cette sélection-là, cet accueil vraiment sur mesure fait que la dimension internationale du festival n'a fait que grandir depuis 9 ans. Que cette année, on a accueilli plus de 35 professionnels du monde entier. Qu'en même temps, on travaille aussi depuis 7 ans à développer un workshop en direction des artistes étrangers émergents qui sont donc invités à passer une semaine avec nous pour étudier un peu les arts de la rue, le marché européen des arts de la rue, apprendre à pitcher son spectacle, rencontrer des programmateurs, rencontrer des artistes qui jouent au festival. Le tout, évidemment, en anglais. Et là, cette année, on avait 14 stagiaires de, je pense, 9 nationalités différentes qui, donc, eux aussi sont en lien. Et on leur explique, vous êtes en lien avec des professionnels qui vont venir vous voir pitcher. Vous avez des occasions pour venir les rencontrer et pourquoi pas travailler dans l'avenir avec eux. Donc, n'hésitez pas aussi, sollicitez-nous pour que la relation se fasse. Donc, sur le jeu aussi de artistes et professionnels, vous pouvez vous rencontrer sur les moments de river meeting, sur les moments d'échange informels qu'on crée constamment pendant le festival. Les aides qu'on obtient avec ça, c'est-à-dire qu'on a généralement ces artistes sont parrainés par des professionnels qu'on invite régulièrement, même s'ils viennent plus, en tout cas, ils nous envoient des artistes étrangers. On a donc des aides des différents instituts, notamment avec la Catalogne. On travaille régulièrement avec Firatarega. Et on a aussi, cette année, c'est une première, on a eu l'ambassade de France à New York qui a payé les billets de la délégation américaine
pour venir assister au festival. Donc on crée aussi de cette façon de l'aide à la mobilité, ce qui permet, en plus des nuitées d'hôtel, des repas, etc., qui sont offerts, à ce que le professionnel puisse se déplacer sans trop de coûts. Voilà en gros ce qu'on développe à Cratère Surface dans cet esprit vraiment d'échange et encore une fois de travail sur mesure avec ces professionnels qu'on connaît. Merci. Ce que je voudrais éventuellement vous proposer de faire maintenant, c'est, avant de passer à nouveau à une petite séquence de questions, j'aimerais que vous puissiez un peu peut-être éclairer dans votre expérience des choses que vous n'avez pas pu encore aborder et qui seraient un peu des freins, des éléments de blocage. Enfin, si on avait autour de cette table ronde la possibilité de changer les choses, ce serait quoi selon vous ? Qu'est-ce qui est nécessaire aujourd'hui pour mieux faciliter l'accès des artistes à l'international, que ce soit un changement de la manière de produire les spectacles par ces artistes, de concevoir leur parcours ou de les accompagner. Oui, moi j'ai une proposition à faire. Je dirais que toutes les propositions sont valables, donc c'est juste une que je mets comme ça, que j'offre au public. C'est que il faut, comme disait Isabelle, il faut avoir une stratégie et en même temps être ouvert à l'inconnu. Et parce que c'est quelque chose que j'ai rencontré. Parfois, on a des compagnies qui veulent aller à l'international, mais qui veulent faire, en anglais, on dirait more of the same. C'est-à-dire faire la même chose, mais à l'étranger. Et ça, parfois ça fonctionne, hein, donc je dirais que si ça fonctionne, tant mieux. Il y a des gens qui font la même chose exactement partout, et ça fonctionne parfaitement. Donc, mais c'est pas forcément adapté à tous les projets. Et parfois, dans la rencontre, il va se créer peut-être une porte qui pourrait s'ouvrir de plus de collaboration. Et collaboration, ça veut dire que votre projet, il va peut-être changer de ce que c'était au début. Et ça peut être difficile parce que quand on porte un projet, on y croit et c'est un peu notre bébé, c'est un peu délicat. Mais parfois, cette rencontre, ça veut dire peut-être changer les comédiens, par exemple, s'il s'agit de faire un spectacle en langue étrangère, et non pas de se dire ah bah oui, mais moi tel comédien, il parle très bien anglais ou il parle très bien allemand, donc c'est lui qui va jouer son rôle, mais en allemand. Encore une fois, ça peut fonctionner, hein, donc il n'y a pas de règle qui marche à 100%, mais il faut être ouvert aussi au fait que peut-être que on va amener le texte, on va faire une collaboration de mise en scène, par exemple, avec un metteur en scène local. Enfin, il y a un milliard de possibilités, mais voilà, l'idée c'est d'être ouvert à peut-être changer le projet qu'on avait au départ. Merci. Une autre suggestion ? Alors, je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment, on voit de plus en plus, de toute façon, que la diffusion à l'international, même si on veut avoir une démarche de durabilité et même éthique, je pense qu'on ne peut pas penser la diffusion à l'international aujourd'hui uniquement dans un point de vue de vente et de dates isolées, et que la coopération et l'aspect des effets induits et de la relation et de l'ouverture. Et donc, il faut avoir cette ouverture de transformation du projet. Il y a aussi, et ça va un peu dans ce sens, c'est intéressant de voir qu'il y a aussi le workshop, et donc que vous devenez aussi accueillant pour des artistes étrangers. Et je pense que si on veut développer des choses à l'international, il faut se poser la question de comment est-ce qu'on accueille chez soi, quoi. Et que on est toujours poussé en tant qu'institution aussi, de développer la diffusion des équipes artistiques de Bretagne à l'international, mais quelle est la capacité de la Bretagne d'accueillir des équipes artistiques de l'étranger, en sachant que les équipes artistiques étrangères sont elles aussi fait partie de leur réseau, et que dans beaucoup de pays étrangers, les artistes sont aussi eux-mêmes diffuseurs et tout ça. Et donc, voilà, c'est cette question de l'accueil quand on travaille sur l'export, et donc de aussi changer nos points de vue là-dessus.
Je ne sais pas si c'est vraiment une suggestion, mais en tout cas, ce que j'ai... je ferai un plaidoyer de la convivialité pour que les équipes, que ce soit les professionnels et soient un peu plus peut-être détendues dans toutes ces rencontres. Je crois que c'est un truc qui est ressorti à plusieurs reprises ici, c'est le mot convivialité. Olivier l'a évoqué lorsqu'il fait ses démarchages en recherche partenariale. Il a besoin de convivialité autour d'une pinte de bière. On a parlé ici de ce que tu évoques, le River Meeting. Je crois il suffit pas de repérer un réseau, de repérer une plateforme ou de repérer. Il suffit pas de la repérer et d'y aller. Il faut essayer de repérer dans cette plateforme-là les moments ou voir si dans cette plateforme-là il y a. Parce que des fois, pour moi, par exemple, c'est un critère. Il y a certains festivals où je ne vais pas parce que je sais qu'il n'y a aucun moment prévu pour les professionnels. Je ne peux pas me permettre de me déplacer. Je ne suis pas programmateur. Je ne peux pas me permettre de me déplacer juste pour de la programmation artistique que je peux peut-être voir par ailleurs. Donc ces moments il faut repérer les réseaux, il faut repérer les lieux, il faut repérer les plateformes, mais aussi voir ce qu'ils proposent pour les professionnels. Est-ce qu'il y a des moments de rencontre où on va pouvoir assister à des tables rondes et aller rencontrer des gens après? Est-ce qu'il y a des moments où on va pouvoir boire un verre le soir tranquille pour développer cet aspect-là interpersonnel qui est extrêmement important? Donc dans tout ce qu'on a vu, tous les projets qu'on a vus, c'est des projets qui prennent des années. Donc encore une fois, il y a cette question, c'est ce paramètre du temps, et le temps est un facteur qui freine, mais c'est aussi un facteur de confiance. C'est là qu'on peut rencontrer les gens, voir s'ils durent, voir s'ils reviennent, voir s'ils durent pendant 2-3 ans. Ah tiens, il est toujours là, ça fait 3-4 ans que je le croise, ce type, etc., etc. Donc tout ça, c'est des choses que seule la convivialité, d'une certaine manière, puis une préparation, un sens de l'accueil et un moment de convivialité peuvent créer. Donc plaidoyer pour la convivialité dans tous les festivals de France et de Navarre. C'est assez difficile de répondre à cette question, je trouve, parce que c'est vraiment en lien avec le profil finalement de l'artiste. Pour le coup, je vais quand même répondre aussi à la question de monsieur. J'ai l'exemple d'un spectacle de Daniel Hellman, Tromboy. Daniel est basé à Zurich. Il a créé, c'est une pièce à texte. Daniel parle beaucoup, il y a une adresse directe au public avec un jeu un peu interactif avec la salle. Et pour le coup, il a créé cette pièce évidemment à la Gessnerhalle à Zurich, donc en suisse allemand. Mais il se trouve que le propos de cette pièce lui permettait, et en tout cas il en avait le désir, puisqu'il s'agit d'un artiste qui parle des travailleurs, et bientôt il va parler des travailleuses du sexe également, et du coup il avait envie de s'adresser effectivement à un public suisse-allemand, mais aussi en Suisse romande, en France. Tromboy a été présenté ici à Avignon en 2016 dans le cadre du festival Off, et il a présenté cette pièce en français. Il a tourné effectivement à l'international, en Italie, en Angleterre, dans le cadre du SIG Festival. Il présentera cette pièce également dans le cadre du Fringe Festival à Édimbourg pour la première sélection suisse dans le cadre de ce festival international. Évidemment, il la présentera en anglais. Donc cette pièce lui permet de circuler à l'international, de s'adresser, parce que le sujet pour lui est extrêmement important et s'inscrit au-delà même de la Suisse ou de l'Allemagne, où il a également présenté ce travail, où on le sait, les travailleurs et travailleuses du sexe, cette profession est légalisée, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays en Europe, où les gouvernements ont du mal à légiférer sur ce sujet depuis des décennies. Donc pour lui, c'est très important de s'exprimer en anglais, en allemand, en italien. Donc il travaille en amont des propositions d'accueil pour pouvoir effectivement s'exprimer dans plusieurs langues étrangères. Après, effectivement, s'il va le présenter en Asie, il proposera cette pièce, cette performance en anglais. Voilà.
Donc il y a des exemples de propositions théâtre qui peuvent circuler à l'international. Il y a aussi des propositions françaises d'artistes français qui circulent dans le monde francophone. Ce sont des réseaux aussi internationaux. Et effectivement, le théâtre peut-être est un peu plus compliqué et la question du surtitrage se pose sur certaines pièces. Voilà. Après, voilà, je sais plus, du coup, je me suis un peu dispersé. Non, on était aussi sur une étape de réfléchir aussi à quels étaient les points de blocage ou les choses qu'on aimerait voir changer pour et voilà, pour faciliter ces échanges vers l'international. Je vais revenir là-dessus. Très bien. Je crois que Paco voulait intervenir aussi. Oui, je rebondissais sur ce que disait Isabelle tout à l'heure par rapport à l'accueil des artistes. On a aussi, alors c'est toujours dans le cadre de Cratère Surface, on avait créé la première année ce qu'on appelait un ping-pong project, qui a été fait une fois et qui a plutôt bien marché. C'était l'échange d'artistes dans le principe où deux festivals étrangers, l'un donc en Angleterre, le Stockton International Riverside Festival, et le français donc Cratère Surface. Les deux directeurs artistiques se sont amusés en fait à faire des sélections de spectacles et qui pouvaient tourner à l'international. Et donc l'échange cette année-là, ça a été de dire le festival français accueille une sélection de compagnies anglaises choisies par ce directeur artistique de festival, qui s'appelait Frank Wilson. Et Denis Laforie, lui, a fait une sélection française qui donc a été envoyée en Angleterre. Les frais, donc tout ce qui est coût plateau, frais d'approche, frais d'accueil, etc., étaient donc répartis entre les deux opérateurs, avec donc un résultat pour les compagnies. C'est-à-dire que les compagnies anglaises, on en a 8 qui sont venues cette année-là. On a fait une édition spéciale anglaise et depuis on a fait d'autres focus internationaux sur des pays. L'année dernière sur la scène hollandaise avec le Dutch Performing Arts. Mais cette année-là, on a eu effectivement 8 compagnies anglaises qui sont venues. C'était une première pour eux. Et ils ont pu effectivement tourner derrière avec une vraie approche internationale. Ils sortaient enfin de Lille et ils étaient accueillis dans de très bonnes conditions. Et de même, les compagnies françaises qui sont allées jouer à Stockton ont pu, donc le mois suivant, ont pu rencontrer un autre marché. Et cette manière-là, en fait, je pense qu'elle était assez intelligente, puisque ça permet vraiment de répartir les frais et les efforts financiers en mettant donc les compagnies dans de très bonnes conditions de jeu. Nicolas. Alors, par rapport au blocage, c'est pas tout à fait une réponse, encore une fois, mais moi je pense qu'on est beaucoup sur les questions de la diffusion, de la circulation, etc. Mais l'international, on peut aussi l'envisager dans les démarches de création elles-mêmes, c'est-à-dire par exemple faire une résidence ailleurs, peut-être dans des endroits où justement c'est moins bordé pour la diffusion parce qu'il n'y a pas de marché, il n'y a pas de salle, etc. Mais aussi, par exemple, envisager des relations avec d'autres équipes artistiques qui permettent un peu ce que tu disais, de s'ouvrir à l'inconnu, de transformer aussi d'accepter d'être transformé et bougé par les autres. Et parfois, ça nous amène à inventer des formes nouvelles et à travailler l'échange, pas seulement sur l'aspect diffusion, qui est quand même très important, mais également à travers l'aspect création. Ok. Oui, pour rebondir sur ce que tu dis, oui, effectivement, il y a aussi une chose, c'est que quand on va rencontrer, à n'importe quelle occasion, que ce soit à l'occasion de rencontres professionnelles ou peu importe, quand on va rencontrer des acteurs étrangers, c'est bien de les connaître non seulement personnellement, mais de connaître aussi un peu ce qu'ils font. Et donc j'encourage tout le monde à aller voir des spectacles à l'étranger, dans le domaine qui vous intéresse. Et de cette façon, vous comprendrez mieux vos interlocuteurs, ce
ce qu'ils veulent dire, ce qu'ils ressentent, quel est leur vécu quotidien. Et donc, allez voir des spectacles partout où vous allez. Si vous partez en vacances n'importe où à l'étranger, allez voir des spectacles. Voilà, ça, c'est super important. Je voudrais maintenant passer la parole à nouveau à la salle pour savoir s'il y avait des réactions, des questions. Il nous reste encore un quart d'heure, 20 minutes. Donc voilà, c'est le question time. Bonjour, juste une petite réflexion. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je suis Renato Lombardo de Milano Off. En fait, je parlerai tout à l'heure à 2h30. Je voulais juste faire une petite réflexion. C'est inutile de dire qu'ici, on est tout d'accord pour l'échange de la culture et le langage et le tournage de la culture et ramener les spectacles à l'étranger. Il faut voir comment. On est tout d'accord que c'est la différence, c'est la richesse de la culture. Et ça, on le dit entre nous, on est tous opérateurs professionnels. C'est difficile de ramener les concepts ailleurs. C'est difficile de ramener les concepts à l'État au niveau de budget, au niveau de dire à le ministère de la Culture, comme ça c'est le futur, comme ça c'est important. Comme ça serait le futur aussi, comme les langues, ce n'est plus un problème. On y a des techniques qui vont surmonter les problèmes de la langue. On ne pense pas à nous, j'ai les chevaux silver, mais je pense à 15 ans, 14 ans, je dois penser là que ça ne sera plus un problème d'avoir un texto parce qu'il sera sous-titré, il y aura les lunettes, il y aura des choses, il y aura une technologie qui va augmenter et supérer le problème. Je pense maintenant comment on peut faire pour convaincre l'état majeur de la culture, que ça, c'est un step vraiment nécessaire. Et ça me reporte à Paco, que ça m'a vraiment fait rêver avec le format de son festival. C'est vraiment magnifique. Par contre, j'entends d'Olivier qu'à Royaume-Uni, ça ne marche pas du tout le marché parce qu'il y a un marché pas trop subventionné. En France, c'est subventionné. Alors, je me demande, ce magnifique festival, ça fait 9 ans, si j'ai bien compris, et ça fait 9 ans que vous êtes là, et ça met 30 artistes d'euros, et c'est soutenu pour un théâtre national, c'est vrai? Et c'est ça? C'est soutenu par un théâtre national. C'est soutenu par une scène nationale, oui, une des rares scènes nationales françaises qui s'intéresse aux arts de la rue, voilà, et qui travaille effectivement d'arrache-pied pour faire reconnaître cette discipline, enfin qui n'en est pas voilà, une, puisque c'est toutes les disciplines confondues, voilà, mais avec la caractéristique de travailler ce qu'on appelle in situ, à l'extérieur des théâtres. Oui. Et ça, c'est la direction du Théâtre National. Il a fait le choix de prendre un budget et le mettre à ce côté-là pour développer cette histoire. Oui, c'est ça, oui. Ouais, alors, ça m'a fait rêver parce que vous racontez, c'est le festival de mon rêve. Là. Je viens comme compagnie, j'ai tous les producteurs, j'accompagnais, j'ai 30 compagnies. C'est ça? 30 compagnies qui sont venues? Non, cette année, on avait 17 compagnies en tout. On est sur environ une vingtaine de propositions chaque année. C'est un petit festival comparé aux grands marchés internationaux que sont Chalon dans la rue, par exemple, ou Aurillac. Ouais. D'accord. La question, c'est, si je veux faire un festival comme ça, combien c'est le budget par compagnie pour mettre en place tout ce rêve? Vous ne pouvez pas le dire. Ça veut dire, chaque compagnie, c'est le festival, ça coûte 17 compagnies, 17 000 euros. Tout le festival, ça fait 1 000 euros. Chaque compagnie à peu près. Je vais demander ça parce qu'on veut monter quelque chose comme ça. C'est quoi l'investissement que je vais faire par la compagnie? Est-ce que me donne au niveau des revenus de la compagnie? Est-ce que c'est un problème de marché ou c'est un problème de culture? C'est ça que je veux arriver. Merci. Alors pour le budget, je m'attendais un peu à la question et j'ai pas de réponse. C'est pas que je veux rien très obligé. C'est juste. Effectivement, c'est un investissement dans l'enveloppe qui est dédiée au festival pour le cratère. Après, c'est compliqué de savoir combien ça coûte exactement parce qu'il y a dedans, effectivement, les frais d'accueil et donc ces nuitées offertes aux professionnels, le catering évidemment qui a un coût.
plus évidemment tout ce qui est logistique, les navettes qui sont mises à disposition, la location de tout ça. Donc un budget comme ça, je ne sais pas à combien il va se monter. En tout cas, l'idée, c'est que cette priorité-là, depuis 9 ans, n'a jamais été rediscutée par le service financier de la scène nationale, voire a été augmenté, puisqu'on a un contingent, par exemple, de 20 professionnels qu'on invite, qui sont donc sélectionnés par nos soins, Production BIS, mais qui sont ensuite soumises, la liste est soumise à la direction, qui va valider ou non l'invitation effective. C'est-à-dire, est-ce qu'on leur réserve une chambre ou pas? Donc ça veut dire que nous, on s'adresse essentiellement à ce qu'on appelle les gros poissons. Les gros poissons qui sont des professionnels du monde entier, qui représentent les festivals, qui sont en capacité réelle d'acheter et de faire venir avec des moyens ou pas. Évidemment, là, je ne parle pas de tout ce qui est soutien à la mobilité qui peut venir ensuite en appui, mais qui vont avoir la capacité réelle de faire vraiment, de produire des dates à l'étranger et d'acheter ces compagnies. Compagnies qui sont françaises, je les précise, mais pas que. Il y a des compagnies étrangères qui viennent et qui vont ensuite tourner à l'international grâce au festival Cratère Surface. Merci. C'était justement ça. Si je voulais aller au ministère de la Culture italien et dire, tu sais, j'ai besoin de 500 000 euros pour faire démarrer 17 compagnies. Il me dit, tu es malade? En Italie. Là, en France, ça c'est possible. C'est bienvenue à la France. J'adore ça. Merci. J'adore aussi, oui. Une autre question? Merci de vous présenter. Luc Delarminade, Opal. Alors j'ai une question peut-être pour l'agence en Bretagne qui peut-être pourra me répondre sur les autres. J'allais dire, on parle beaucoup de programmes européens, mais en fait, est-ce qu'il n'y a pas d'autres programmes de mobilité, type Interreg, des choses comme ça, qui participent aussi, je trouve, qui ouvrent un petit peu, parce qu'à vous écouter, surtout monsieur en Angleterre, on parle beaucoup de marché. Alors qu'on sait quand même que finalement le spectacle vivant s'autofinance pas ou très peu. Est-ce qu'on ne pourrait pas, comme proposition aussi, avoir des programmes qui encouragent à la mobilité, mais j'allais dire pour déjà se rencontrer, proposer effectivement des regards culturels différents, parce qu'on va être de cultures différentes, sans être toujours sur un objectif comme ça, un peu de rentabilité qui n'existe pas en fait. Sans subvention, ça ne fonctionne pas. Et là, on parle des programmes, d'une scène nationale. Donc, est-ce qu'on ne peut pas, comme proposition, avoir des programmes au-delà d'Europe créative qui finalement représentent 1% du budget de l'Europe? Donc, c'est pas grand-chose. Ça aide des grosses machines. Ça aide plutôt des industries aussi. C'est plutôt la tendance de ce programme. Inventer des programmes de rencontres culturelles européennes entre les peuples, j'allais dire, mais un peu plus ouverts que uniquement des marchés. Parce que je trouve que du coup, c'est bien, je pense que c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant, quoi. Dans la relation marchande dans le spectacle, on sait bien qu'elle est limitée. Oui. Alors, effectivement, il y a d'autres financements, programmes européens, mais ça reste quand même des programmes qui soutiennent des projets. Donc, tout est possible à partir du moment qu'on a un projet et on le monte. Après, il faut savoir que sur les fonds structurels Interreg, la culture est de plus en plus absente. Donc, pour rentrer sur des financements Interreg transfrontaliers, par exemple, en tout cas, depuis une dizaine d'années, le mot culture est de plus en plus absent. Et donc, les opérateurs culturels vont avoir une entrée qui va être territoriale sur ces financements-là, ou thématiques, c'est-à-dire développement économique, tourisme culturel, patrimoine immatériel. Donc voilà, les financements européens, de toute façon, sont des endroits où se croisent des enjeux politiques, territoriaux, et donc de toute façon, ça va être de la coopération entre des acteurs. Donc la mobilité, elle n'est qu'un endroit de réalisation. Elle peut être un objectif pour réaliser le projet, mais donc Hyportunus, par contre, c'est une réponse un peu à cette question-là. C'est-à-dire comment est-ce que depuis quelques années, on a eu un moment où la mobilité a été un axe stratégique très important dans les programmes européens.
Ensuite, on ne sait pas pourquoi, mais bon, ils ont mis de côté. Et pourtant, sans mobilité, on ne fait pas de coopération européenne. Et donc, Hyportunus fait partie, en fait, de ce renouvellement, de remettre au centre la mobilité. Mais ça ne porte pas forcément sur la mobilité prospective. Il y a la Fondation européenne de la culture qui avait qui a un fonds qui s'appelle Step Beyond, qui se pose cette question aussi de par exemple de dire mais go and see grant, c'est-à-dire comment est-ce qu'on y va et on voit ce qui se passe. Donc après ça il faut aller chercher, il y a des fonds, c'est vrai que beaucoup de fonds de mobilité qui existent en Europe, l'identité, enfin, si on est une équipe artistique française, on n'est pas forcément prioritaire. C'est-à-dire que le fonds Roberto Simeta, par exemple, qui est un autre fonds qui est spécialisé sur l'Euro-Méditerranée, va soutenir surtout la mobilité des artistes et opérateurs culturels de cette région-là. En France, on a quand même déjà par l'économie subventionnée du spectacle vivant la possibilité. On a parlé de quels sont les choix qu'on fait dans nos budgets. Donc voilà. Après, oui, enfin, on peut être tout à fait d'accord de dire il faut des politiques publiques à la mobilité. C'est pour ça qu'on a parlé à plusieurs reprises de plaidoyer, c'est-à-dire que il faut faire un plaidoyer pour cette notion de prospective, de veille pour la coopération, parce que c'est comme ça que sur un moyen terme on crée de la durabilité. Mais il faut aussi pas se leurrer. Je veux dire, le marché du spectacle vivant en France, il est certes subventionné, mais ça reste un marché. Donc, le marché de la diffusion, par contre, est déficitaire, et à l'international. Mais les Français ne sont pas très concurrentiels sur ce marché, donc il faut aussi se poser des questions sur notre place. Juste un mot. On parlait des réseaux au début. Les réseaux, c'est aussi ces lieux de rencontre entre acteurs de différents pays, quoi. Hein. Mais il y a aussi on parle beaucoup de la France, mais il y a des pays en Europe qui développent des fonds, par exemple, sur les pays nordiques, qui permettent de créer ce type d'échange. Et puis, effectivement, ça passe par la création de projets par les acteurs. Je sais pas, In Situ, par exemple, c'est une plateforme qui bénéficie de financement européen, Europe Créative en l'occurrence, qui, dans son programme de travail, a ces rencontres professionnelles, spectateurs, etc. Donc, pour moi, effectivement, je suis d'accord, c'est très lié au projet, et après, des solutions financières, il faut aller les trouver. Rapidement, parce qu'après on reprend une dernière question. J'aimerais aussi rebondir par rapport à cette question, parce que je ne sais pas si vous étiez là au début, on a commencé déjà à évoquer ces questions-là de prospection, que selon les régions, certains sont mieux lotis que d'autres, selon les pays, certains sont mieux lotis que d'autres. Pour la Suisse, il y a la possibilité pour des chargés de diff d'aller explorer sans forcément obligation de vente. On a vu que Spectacle Vivant en Bretagne, avec les équipes qu'elle accompagne, elle fait aussi des missions, elle peut aussi financer des missions prospectives. Les régions, des fois, financent la participation de chargés de diff, etc., à des marchés ou à des événements, des grands événements. Donc chacun, par contre, c'est vrai que c'est des politiques assez isolées. Je pense que ce qui est important aussi, c'est que nous, en tant qu'acteurs, compagnies, producteurs, etc., on s'empare aussi de cette question. Il y a des réseaux. Moi, je fais partie aussi d'un réseau dont on n'a pas parlé ici, qui s'appelle La Passe. Je ne sais pas pour faire de la publicité, mais c'est un réseau de professionnels du spectacle, de l'administration et de la production. On se réunit pour voir justement ces endroits de blocage dans notre activité et comment on peut, puisque Isabelle parlait tout à l'heure de plaidoyer, le plaidoyer, il faut encore que quelqu'un le porte. Donc, qui va porter ce plaidoyer et auprès de qui? Auprès des instances que vous évoquez, les ministères, les collectivités, chacun à son niveau local. Je crois que c'est aussi à nous de créer nos propres réseaux agissants pour non pas revendiquer, ni agresser, ni être, mais pour être force de proposition aussi, dire qu'on a besoin, au-delà des soutiens qui existent déjà, qu'on a besoin aussi de prospecter, qu'on a aussi besoin de voyager et de développer cet aspect-là, essayer de trouver des solutions, en tout cas essayer de faire porter cette parole-là, faire ce constat de terrain et ensuite proposer des suggestions aussi pour pouvoir y pallier. Et pour reparler de La Passe, c'est un réseau du coup de professionnels, on est une centaine dans toute la France, il y a des groupes locaux, rien ne vous empêche, je pense
pense que c'est vraiment aussi dans l'air du temps. Rien ne vous empêche, en tant qu'acteur citoyen, d'essayer de regrouper des collègues pour faire avancer ces causes-là et essayer de les porter à votre niveau. Peut-être que ça va être votre mairie, votre collectivité locale, votre communauté urbaine, j'en sais rien, votre département, votre région, qu'il y a ce besoin. Faire part déjà de ce besoin et aussi peut-être donner des exemples d'endroits où ça se fait, pour que ce ne soit pas, comme disait tout à l'heure notre cher ami italien, que ce ne soit pas perçu comme une idée de fou, de producteur qui veut de l'argent. Non, ça se fait dans telle région, ça se fait dans telle région, ça se fait dans telle région, d'où la participation à ce genre de rencontres. C'est aussi inspirant pour pouvoir agir sur le terrain, je pense. Et, Olivier. Juste rapidement, il y a deux choses en fait. Il y a faire avec ce qu'on a et changer ce qu'on a. Et pour moi, c'est des choses qui se font en parallèle. Et il faut pas mélanger les deux. Faire avec ce qu'on a. Au Royaume-Uni, on a 10 ans de parti conservateur, donc faut qu'on fasse avec. Les subventions, elles baissent. Voilà. Donc ça, c'est faire avec ce qu'on a, et donc on se débrouille. Et ensuite, changer ce qu'on a, c'est faire du lobbying auprès des acteurs politiques. Et par exemple à Londres et dans le Royaume-Uni, mais bon, moi je suis à Londres. Tous les mercredis matins, il y a une réunion des acteurs du théâtre. C'est ouvert pour débattre publiquement de ce qu'il faut faire. Et à chaque fois, il y a des actions à mener de lobbying concret avec des bullet points, des points précis à marteler auprès de notre député, auprès de notre maire, etc. Voilà. Donc c'est. Une dernière question ? Oui, non, c'est plus une réflexion au bout de ce qu'on vient de se dire. C'est qu'effectivement, moi je pense qu'il est vraiment fondamental d'aller sur place et de voir les choses. Il y a deux choses on a beaucoup de mal à faire à distance, c'est l'amour et les affaires. Et donc il faut aller sur place. Et c'est vrai qu'il existe des tas de dispositifs. Je vous invite à vous pencher dessus, mais je parlais d'On the Move. C'est aussi un bon endroit pour trouver les moyens de chercher ces pistes-là. Il y a un travail fabuleux qui est fait par cette plateforme. Il faut investir dans l'idée de l'international si on veut faire de l'international. Ce n'est pas quelque chose qu'on attend devant son téléphone ou devant ses mails. C'est quelque chose qu'on va provoquer. Il existe à l'IETM des dispositifs dont on n'a pas parlé, qui sont aussi les dispositifs de mentoring sur les jeunes compagnies ou des compagnies confirmées, mais qui démarrent dans des expériences internationales. Donc ça, c'est des dispositifs qu'on a mis en place. Il existe aussi des dispositifs d'échange. Alors c'est pour des beaucoup plus petits groupes évidemment, mais là on en a un qui démarre bientôt. Là je vais partir en Norvège, rencontrer une équipe norvégienne au cœur de l'équipe, et on va accueillir nous à Nice des gens qui vont venir d'un autre groupe pour échanger aussi sur des pratiques très concrètes. Un réseau, ça se fait dans le concret. C'est pas tiens j'ai envie d'aller là-bas. Enfin pour rejoindre ça. Voilà, c'était juste une réflexion et vous dire qu'il y avait aussi ces dispositifs là qui existaient. L'IETM en développe, mais il y a plein d'autres plateformes qui en développent et ça se construit, un projet international. Voilà, merci. Pardon. Ok, sauf à considérer qu'il y ait une petite dernière question qui se soit rajoutée, voilà, je regarde, non ? Eh ben, il me reste du coup à remercier l'ensemble du panel pour leur intervention. Un dimanche matin, 14 juillet, c'était une vraie gageure, mais on s'en est bien sorti, je trouve. Et voilà, merci beaucoup. Donc, Florence, Sergio, Nicolas, Isabelle, Olivier, Paco. Et Grégoire. Merci. Merci aussi à Gabriel qui organise cette session, ce focus international pour le compte de l'association Avignon Off. Je pense que c'est vraiment important. Je salue d'ailleurs tous les efforts menés par cette association pour faire en sorte que l'expérience d'Avignon et que le festival d'Avignon et le rayonnement d'Avignon ne cessent de croître. Et voilà, merci beaucoup, merci à tous. Le focus international se poursuit. Je crois qu'il y a un programme à 14h30. Enfin, vous avez toutes les informations. Voilà, merci à tous et très bonne journée et très bon festival et très bel été.